Je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon des fonctions de base du logiciel Sketchbook pour le téléphone cellulaire. C'est une application qui est proposée par Autodesk et qui nous permet de dessiner avec notre doigt, mais de façon franchement précise et intuitive. Donc, allons-y, c'est parti. Lorsqu'on ouvre l'application Sketchbook, on va se retrouver par défaut devant le dernier travail qu'on a réalisé. Donc, si vous l'ouvrez pour la première fois, vous allez évidemment vous trouver devant une page vierge. L'interface est très simple. On a en haut ici le menu avec une série d'options. Donc, les fichiers pour gérer les documents, des outils pour nous aider à travailler de façon plus précise, l'option forme ici, le gestionnaire des couleurs en quatrième lieu, la palette des calques par la suite. Ça, c'est une option pour simplement masquer le menu, et on a également un raccourci dans le bas de l'écran. Donc on va voir là, ces différentes fonctions-là en détail pour s'approprier le fonctionnement de l'application. On se déplace dans l'application avec les doigts. Donc si on écarte les doigts comme ça, on va faire un zoom in et un zoom arrière là, si on les rapproche. Si on effectue une rotation avec nos doigts, on va faire une rotation sur notre plan de travail, et on peut double-cliquer en tout temps dans le coin supérieur droit pour retrouver notre image à l'intérieur de la fenêtre d'affichage. Si vous avez donc jamais utilisé Sketchbook, vous voudrez sans doute probablement au début tout simplement ouvrir ici l'option forme, choisir des formes, peut-être aller voir du côté des paramètres dans ce cas-ci. Donc on a la possibilité de varier l'épaisseur ou encore dans le cas de cet outil-là, l'opacité. Aller lui attribuer une couleur, donc tiens, je vais aller lui attribuer une couleur noire et faire quelques tests. Donc, les différentes formes ont toutes des attributs qui sont spécifiques. Donc, la première étape, là, c'est vraiment de faire le tour des formes, de voir quelles sont les plus intéressantes et quelles sont celles qui nous permettent d'arriver à des effets de rendu personnel. Maintenant, de notre côté, on va travailler de façon un petit peu plus structurée. Donc, je vais quitter cette image-là, on va se créer un nouveau document, et je vais commencer par vous montrer là, comment fonctionne l'option fichier qui sert à gérer les différents documents. Alors, je vais venir créer une nouvelle esquisse. Je peux aller chercher des valeurs qui sont prédéfinies. Donc, la résolution de mon écran, par exemple, qui dans mon cas est 750 par 1334 pixels. Je peux également venir créer un document personnalisé en entrant moi-même là, les dimensions de pixels que je souhaite avoir. Je peux ici activer ou non la chaîne, donc pour contraindre mes largeurs-hauteur à rester les mêmes. Donc, je vais, pour ma part, rester à 3000 par 2000 pixels. Si je voulais faire imprimer une image comme celle-ci, ben, je devrais diviser ces données-là par 300 en considérant que mon image va être imprimée là, à 300 points par pouce. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai une image d'à peu près 6,5 par 10 pouces là, si je suis à 2000 par 3000 pixels. Je peux peut-être rappeler en même temps qu'un écran d'ordinateur HD, c'est 1920 pixels par 1080. Et qu'une dimension d'un écran 4K, c'est de 3840 pixels par 2160. Donc, il faut tenir en considération le support de destination de notre image avant de commencer à le travailler. Une autre information que je peux donner à ce stade-ci, c'est que l'application pour téléphone cellulaire de Sketchbook ne comporte pas d'outils recadrage. C'est donc assez important d'entrer les bonnes valeurs dès le départ. On est capable de faire un petit détour pour arriver à recadrer une image qu'on aurait partie sur un mauvais format, mais c'est un peu compliqué. Donc, c'est une étape qui est quand même assez importante au début là, que de donner les bonnes valeurs en largeur et en hauteur pour notre document. Je crée un nouveau document. Et Sketchbook me demande si je veux enregistrer l'esquisse actuelle. Donc oui, je vais lui demander d'enregistrer l'esquisse sur laquelle je travaillais. Elle va se retrouver dans ma bibliothèque de documents. Et j'ai maintenant un document vierge sur lequel je peux commencer à intervenir. Je ne vais pas travailler sur ce document-là. Je vais vous montrer une autre fonction liée
à la palette fichier. Je peux aller explorer ma galerie. Donc dans ce cas-ci, je ne vais pas enregistrer l'esquisse active. J'ignore son enregistrement. Et je vais aller faire un tour dans la galerie. Donc j'ai ici quelques dossiers. Donc je peux me créer là un nouveau dossier tout simplement dans lequel je vais venir glisser des images. Je vais revenir en arrière. Je peux aller sélectionner des images que j'ai déjà réalisées en tout temps. Je peux également déplacer une image d'un dossier à l'autre. Donc si je clique sur l'option de gestion ici, je peux choisir cette image-ci qui est présentement dans le dossier divers et la déplacer en faisant une touche maintenue vers un nouveau dossier que je viens de me créer. Je peux renommer mon dossier, disons dans ce cas-ci, chien, et je vais cliquer sur terminer. Donc c'est un outil de gestion qui est assez efficace. Je vais ici quitter l'arborescence de mon fichier et je vais vous montrer ce que cette option-ci nous permet. Donc si on tape sur le plus, ici on a des options supplémentaires. Donc on peut charger une image dans Sketchbook pour créer à partir d'une image. On peut aller les chercher ailleurs et on peut également prendre en photo une esquisse qu'on a réalisée à la main. Donc c'est ce qu'on va faire présentement. Je clique ici sur analyser l'esquisse. Et à l'aide de la caméra de mon téléphone cellulaire, je vais la placer devant donc une esquisse d'un dessin style un petit peu manga que j'ai réalisé. Et le dessin se retrouve automatiquement dans Sketchbook, mais ce n'est pas la photo d'un dessin, c'est vraiment une esquisse qui a été traduite sur un fond transparent pour pouvoir permettre le travail de colorisation, par exemple, qu'on va effectuer par-dessus. Donc, de retour dans Sketchbook, la première chose qu'on constate, c'est que le fond autour du dessin que j'ai fait là, au crayon de graphite est très uniforme. Il est vraiment d'un blanc complètement uniforme. Donc, l'application a éliminé toutes les petites variations d'ombre qu'on retrouve généralement lorsqu'on prend un dessin en photo dans un mode standard. Donc, il élimine les couleurs les plus pâles. Autre chose qu'on peut constater, si on ouvre la palette calque, c'est que je vais venir cliquer ici sur le calque d'arrière-plan. Donc, c'est en fait un calque sur lequel on ne peut pas intervenir, mais qui sert à déterminer une couleur de fond pour le support là, sur lequel travailler. Donc, je viens de lui attribuer une couleur orangée et je constate que mes traits de crayon qui étaient sur une feuille blanche lorsque j'ai pris la photo, la feuille blanche a été complètement éliminée. C'est rendu un fond transparent et ça me permet de voir la couleur que je veux attribuer au support en commençant. Donc, si je veux travailler dans une harmonie de couleurs chromatique spéciale, mais je peux commencer avec un fond coloré. Ça m'épargne beaucoup de travail. Donc, je vais revenir à un fond blanc. Et puisque je suis dans les calques, je vais me créer un nouveau calque sur lequel je vais commencer à expérimenter. Donc, je pèse sur le plus ici et j'ai un nouveau petit carré qui vient de s'ajouter au-dessus du carré sur lequel se retrouve mon dessin. Si vous êtes peu familier avec le concept de calque, on peut résumer ça en disant que c'est une feuille transparente sur laquelle on peut intervenir. Donc, si je clique sur le calque ici, et que je fais un dessin, eh bien, je n'ai pas travaillé sur le calque d'origine sur lequel mes traits étaient représentés. Donc, ça permet là, de pouvoir superposer des images sans que ça soit destructif pour les images qui sont en dessous. Je vais ici cliquer sur l'œil, c'est un calque, je peux le voiler ou le faire apparaître. Je peux faire un toucher maintenu sur le calque avant de l'envoyer dans la corbeille et je peux créer un nouveau calque. En fait, je peux créer des calques à volonté. Je peux également prendre ce calque-ci et venir le glisser en dessous de mon calque précédent si je le souhaite. Et j'ai des fonctions avancées pour les calques qu'on va voir dans un deuxième temps parce que pour le moment, je veux qu'on se concentre surtout sur les principales formes, donc ce avec quoi on va vouloir intervenir au départ dans l'application. La forme de base, le crayon principal, c'est un crayon qui permet d'esquisser
Donc, on a la possibilité de faire des traits là, qui sont assez fluides. Présentement, c'est très large. Je vais revenir en arrière en double-cliquant ici dans le coin inférieur gauche. Et pour le crayon principal, je vais venir donc afficher la boîte d'options supplémentaires, donc les paramètres. J'ai des paramètres de base, donc où je peux faire diminuer par exemple la taille de mon crayon, ou dans le cas de cette route-ci, je peux diminuer son opacité. Et j'ai des paramètres qui sont avancés. Disons, pour un tutoriel d'initiation, je vous propose franchement de rester pendant un certain temps sur les paramètres de base. Donc, le temps de vous initier avec les différents outils. Donc, on voit maintenant que les lignes de mon crayon sont plus fines. Donc, je pourrais, par exemple, travailler en sketchant avec un crayon comme celui-ci. Je reviens en arrière dans mon état d'historique et on va explorer d'autres outils. J'aime bien pour faire de la colorisation ou même pour dessiner d'une façon un petit peu plus technique, aller chercher la plume ici. Contrairement au crayon, on peut augmenter la dimension de la forme à 60 pixels, ce qui me permet, par exemple, dans ce cas-ci, de travailler efficacement pour aller faire de la colorisation. Donc, je vais travailler sur son visage. Donc, présentement, la couleur que j'applique masque le contenu du calque qui est inférieur. Si je retourne dans les calques et que je fais un touche maintenu et que je glisse le calque en dessous, eh bien, je vais voir mes lignes de crayon de graphite apparaître par-dessus. Donc, ça me permet de pouvoir continuer ici mon travail de colorisation. Je vais également faire ses épaules. Et ici, mon trait est un peu trop épais pour pouvoir aller réaliser les doigts. Donc, lorsque je reclique dans mon option forme, je retrouve mon option paramètres et je peux faire varier ici la taille de mon pinceau, faire un zoom et pouvoir continuer à coloriser mon image. Voilà, j'ai quelque chose de pas si mal. Je vais aller faire un tour du côté des raccourcis tout de suite. Donc, si je pèse sur le petit bouton qui se retrouve dans le coin inférieur de mon image, je suis capable de retrouver mon outil, donc en cliquant dessus directement. Donc, ça me permet de faire varier la taille. J'ai un accès assez rapide pour faire varier la taille de mon outil. J'ai également une option ici qui est assez intéressante, qui est le deuxième bouton, qui permet de appliquer une charge transparente à mon outil. Donc, présentement, mon outil a une couleur là, qui est une couleur peau assez pâle. Si je clique sur ce bouton-là, je reste avec le même outil, mais cet outil-là devient une efface, donc avec exactement les mêmes caractéristiques de texture, d'épaisseur de trait, d'opacité de mon outil, mais je peux m'en servir comme d'une efface. Donc, on voit ici que sa charge est maintenant transparente. Là, ça, c'est le symbole généralement qui sert à indiquer qu'on travaille en transparence. Donc, je vais rapetisser les contours. Je vais ici faire un petit zoom. Je continue à effacer la couleur. Et je peux, par exemple, aller maintenant charger mon outil avec une autre couleur. Donc, tiens, on va lui mettre des yeux gris, relativement pâle. Et donc, dès que j'ai choisi une nouvelle couleur, mon outil a cessé d'être un outil transparent pour retrouver son pouvoir colorant. Une dernière information que je peux donner à propos de cet outil, c'est qu'il est réversible. Donc, si j'ai une charge sur ma plume présentement et que je la transforme momentanément en efface, je peux retrouver ma plume en repesant sur le même bouton. Donc, c'est très pratique parce que ça me permet d'éviter de faire des allers-retours entre la plume et une efface, par exemple, et revenir à la plume pour appliquer de la couleur. Ça rend en fait l'opération de dessin beaucoup plus fluide de cette manière-là. Alors,
quitte à être avec l'outil plume, je vais m'en servir pour mettre au propre l'esquisse que j'ai réalisée sur papier avant de commencer à travailler. Pour ça, je vais faire une série d'opérations. Donc, je vais aller me choisir une opacité qui est maximale. Je vais diminuer sa dimension de pixels environ à 3 à 4 pixels. Et je vais surtout venir me créer un nouveau calque sur lequel je veux travailler, parce que je ne veux pas travailler ni sur le calque sur lequel j'ai de la couleur, ni sur le calque sur lequel j'ai mon esquisse. Donc, je vais me créer un nouveau calque. Le calque sur lequel j'ai mis mon esquisse, je peux également, donc si je touche dessus, accéder à des options supplémentaires et en réduire ici l'opacité. Donc on voit que le gris est beaucoup plus pâle. Ça va me permettre sur ce calque-ci de travailler avec une ligne noire et il n'y aura pas de confusion là, entre les lignes qui ont été faites sur le calque en dessous. Donc je vais pouvoir commencer à travailler et je veux arriver à faire des traits qui sont relativement précis. C'est un trait qui, effectué avec un doigt, est un peu trop brouillon pour le type de rendu que je veux faire. Alors, je vais m'aider d'un outil. Donc, je vais ouvrir ma palette des outils de précision et je vais aller chercher ici les courbes prédictives. C'est un outil qui fonctionne avec des niveaux. Donc, lorsque j'atteins le niveau maximal et que je dessine, par exemple, un ellipse, l'ordinateur va transformer ma presque ellipse en une ellipse qui est absolument parfaite. C'est peut-être un niveau qui est un peu trop élevé. Je ne veux pas faire des formes qui sont quasi géométriques. Donc, je vais diminuer le niveau à 3. Je devrais avoir un bon rapport entre l'imprécision de ma main et ce que l'ordinateur va calculer pour me faire de belles courbes. Et à partir de maintenant, donc je valide cette information-là, mon outil est en fonction dans l'application et je peux commencer à retracer mon illustration. Alors voilà, on constate que c'est quand même vraiment très facile d'arriver à des lignes très précises, même si j'ai que mon doigt pour travailler. Donc lorsqu'on veut avoir un dessin qui est très très propre, là, cet outil-là est absolument merveilleux. Je peux maintenant, si je le désire, voiler mon calque inférieur. Donc ça me permet là, de voir où en est rendu mon dessin. Je peux maintenant me débarrasser de mon outil courbe prédictive et je vais aller saisir maintenant une nouvelle forme qui est l'aérographe à flux, qui a la particularité d'avoir des contours flous. Donc ça va me permettre de créer un autre esthétique. Je vais en augmenter un peu les contours, rester avec une opacité de 100%. Et comme je change d'outil, c'est sage de ma part de venir créer un nouveau calque sur lequel je vais travailler. Donc je vais partir de mon calque le plus en bas de ma palette, donc celui qui sert à appliquer de la couleur. Je vais le sélectionner et je pèse sur plus pour me créer un calque qui va être directement au-dessus de celui-là. Je vais faire un zoom dans mon visage et je vais aller chercher une couleur qui est proche de la couleur peau. Maintenant, j'aimerais pouvoir partir exactement de la couleur peau. Je peux ici, à l'aide de la touche de raccourci, venir sélectionner mon sélecteur de couleurs. Donc, j'ai une mire qui apparaît. Je la déplace. Et là où j'arrête de déplacer, j'ai maintenant cette couleur qui a été sélectionnée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'outil pipette là, dans d'autres programmes. Alors, je vais partir de cette couleur-là. J'ai mon aérographe qui est sélectionné. Je vais cliquer sur cette couleur-là et je vais juste venir ici la foncer un peu, l'amener un petit peu plus vers les rouges. Donc, je vois la couleur d'où je suis parti et je vois ici la couleur où je vais arriver. Donc, je vais ici aller colorer légèrement les joues de mon personnage pour lui donner un petit peu de couleur. Je peux encore avancer. Tiens, on va revenir à notre outil plume. Je vais ici lui attribuer une taille beaucoup plus grande et je vais venir appliquer des ombres sur mon illustration. Encore une fois, je vais en profiter pour me créer
un nouveau calque. Et pour que vous compreniez mieux la prochaine opération que je vais faire, je vais ici voiler les autres calques pour ne conserver que la couleur. Donc mon objectif est de venir appliquer de l'ombre sur mon dessin. Je vais retourner prendre mon stylo. Je vais aller chercher un gris. Et si j'applique maintenant du gris sur ce calque-là, eh bien, vous remarquez que mon gris est opaque, c'est-à-dire qu'il voile complètement le contenu des calques inférieurs. Mais je veux changer le mode de superposition des couleurs. En somme, je veux indiquer à l'application que le gris dorénavant sera un gris qui est translucide et non pas opaque. Ça se fait encore une fois dans le menu spécifique du calque. Je vais venir ici au niveau des mélanges, donc quitter le mélange normal, qui signifie que la couleur va être opaque, pour par exemple aller choisir le mode multiplié. Et on voit maintenant que mon gris est devenu translucide, c'est-à-dire que il foncit le contenu des calques sont en dessous, mais sans pour autant les voiler. Donc c'est parfait pour faire de l'ombre. Je vais afficher mes autres calques. Je vais venir travailler en efface, comme on a vu précédemment. Je ne veux pas nécessairement avoir ça ici. Et donc, je vais procéder à l'ombrage de mon personnage. Et voilà. Donc, encore une fois, avec un peu de méthode, j'arrive à une illustration qui est très propre et qui est bien gérée au niveau des calques. Donc, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon image. Je vais ici ouvrir le menu Fichier, aller dans la galerie et tout simplement demander à enregistrer l'esquisse. Et voilà, c'est fait. Et je vais ouvrir la première image que j'avais dans ce tutoriel pour vous montrer quelques autres outils. Donc, je charge l'image et je veux maintenant attirer votre attention sur un outil que j'aime beaucoup qui est l'huile synthétique qui permet également d'esquisser assez facilement. Je vais faire un tour du côté de mes calques, voir à ne pas détruire l'image que j'ai déjà commencée. Je vais me choisir une couleur noire. Et la particularité de cet outil, c'est qu'il contient une charge qui s'estompe avec le temps. C'est comme s'il y avait de la peinture sur le pinceau. Donc, à chaque nouveau trait que je fais, je vais avoir des traits là, qui sont complètement chargés de couleur. Mais si je continue à glisser mon doigt sans lever la surface, mon pinceau va se transformer tranquillement en estompe qui va me permettre de pouvoir aller travailler avec les autres couleurs qui se trouvent dans le document. Donc, je pourrais par exemple travailler sur la balle ici et par la suite venir l'estomper. Donc, ça me permet de travailler à la fois l'application de la peinture et le mélange, les ombres dans un même mouvement. De même, bon, étant sur le même calque, si je vais choisir une autre couleur et que j'applique une autre couleur, donc si je veux atteindre une saturation maximale, je passe plusieurs fois avec mon doigt et si par la suite je veux effectuer un mélange, je vais tout simplement, sans lever mon doigt, continuer là, à glisser sur la surface de mon travail. Donc c'est ce qui me permet par exemple de réaliser une illustration comme celle-ci. Je vais aller saisir la couleur qui est ici. Donc je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait y aller ici par le raccourci, aller chercher l'outil de sélecteur de couleurs. Il y a une autre façon de travailler. Je peux simplement maintenir mon doigt enfoncé pendant un certain temps sur l'écran et l'outil sélecteur de couleurs va apparaître. Donc par la suite, je promène mon doigt, j'amène la mire là où je veux aller choisir la couleur et je vais maintenant aller appliquer cette couleur-là ailleurs dans l'image et par la suite en travailler comme d'un mélangeur. Donc, outil intéressant. Il existe également un outil qu'on appelle l'outil mélangeur. Cet outil-là n'applique pas de couleur, il ne fait que mélanger des couleurs qui sont déjà existantes et il est encore plus gras que l'outil d'huile synthétique. Donc, si je veux arriver à
avoir vraiment un effet de matérialité qui est très grasse et glissante. C'est vraiment l'outil pour ça. Je suis capable également de venir chercher de la couleur à l'extérieur pour l'amener vers l'intérieur avant de commencer à mélanger. Donc c'est comme si l'outil va toujours aller saisir la couleur sur laquelle je vais aller mettre mon doigt. C'est comme un mélange du pinceau et du sélecteur de couleurs en même temps. Donc également un outil intéressant et intuitif pour travailler. Donc, il y a un autre outil que j'ai envie de vous faire connaître parce qu'il a ses particularités, c'est l'outil Aquarelle. Donc, c'est avec cet outil-là que cette image-là a été faite. Je reviens à l'outil Plume dans un premier temps et je vais vous faire des cercles de différentes couleurs. Donc, ici, un jaune, ici, un cercle de couleur cyan et ici, un cercle de couleur magenta. Donc, on constate que la couleur appliquée sur le même calque est par défaut opaque, c'est-à-dire que chaque nouvelle couleur voile la précédente. Hein, si je reviens avec un jaune ici, je vais voiler les couleurs qui sont en dessous. Or, l'outil Aquarelle grossier fonctionne différemment et c'est ce qui en fait son intérêt et ses particularités. Je vais aller chercher un jaune. Dans un premier temps, ce qu'on note, c'est que l'outil a une texture. Hein, il permet de réaliser une texture d'aquarelle. Mais en plus de ça, il applique la couleur comme si la couleur était translucide. Donc la superposition des couleurs, plutôt que de voiler les couleurs qu'on a en dessous, va les foncir. Donc j'ai des mélanges de couleurs qui se créent automatiquement. J'ai du vert qui est apparu à la frontière du jaune et du bleu, du rouge qui est apparu à la frontière du jaune et du magenta, et j'ai du noir ici qui arrive à la superposition des trois couleurs. Donc c'est à ma connaissance le seul outil dans Sketchbook qui fonctionne avec des couleurs translucides. Donc, ça en fait un outil qui est très puissant, mais qui est assez difficile à travailler, puisque même si je vais saisir une couleur qui est très pâle, disons un gris qui est pâle, je ne vais pas donc pâlir la couleur noire que j'ai. Je vais toujours comme foncir les couleurs. Hein, je peux appliquer un jaune, par exemple dans ça, un jaune pâle, et je ne vais pas pâlir l'ensemble, je vais juste comme foncir le blanc qui est derrière. Hein, donc c'est en langage technique de la couleur qui fonctionne en mode produit constamment. On peut bien sûr charger l'outil avec une charge transparente. À ce moment-là, on arrive à éliminer tranquillement, peu à peu, de la couleur. Donc on va s'en sortir de cette façon-là pour arriver à travailler de façon plus subtile. Il y a une chose qu'il faut également comprendre si vous testez l'outil, c'est que moi j'ai réduit le flux de cet outil-là au minimum. Je vais y aller avec un flux qui est maximal, vous allez voir, bien voir la différence. Donc si je fais un trait noir, on voit que mon trait devient très foncé très rapidement. Et si je diminue le flux en grande partie, on voit que mon trait devient noir moins rapidement. En fait, le flux, c'est différent de l'opacité. L'opacité, c'est vraiment d'appliquer une couleur qui est atténuée, alors que le flux, c'est comme si l'outil déverse moins de couleurs à la fois. Donc, dans un cas comme celui-ci, je n'ai pas la possibilité de réduire l'opacité. C'est uniquement le flux que je peux réduire parce que l'outil, en soi, est déjà à la base translucide. Je ne peux donc pas en changer la translucidité. Je diminue le flux. Ça me permet, ici, lorsque je travaille avec sa charge en négatif, de pouvoir estomper et aller chercher des gris qui sont plus pâles que ce que j'aurais souhaité avec cet outil-là. Et de cette façon-là, on arrive à avoir un contrôle qui est assez intéressant. Que dire d'autre au niveau des outils? Sinon qu'il existe également des effaces, donc des effaces au contour dur, au contour net, des effaces au contour flou, des effaces même qui ont une certaine texture, donc qui se marient particulièrement bien avec le pinceau d'aquarelle, par exemple.
Et donc, ça fait le tour des principales différences entre les différents outils de dessin. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a également des outils qui permettent d'appliquer de la texture dans notre image. Rendu là, en fait, je pense qu'il faut vraiment tout simplement là, passer à travers pour découvrir quelles sont les particularités de chacun. Alors voilà, ça conclut ce premier tutoriel sur les fonctions de base de Sketchbook. Je vous invite à suivre les suivants pour faire un tour d'horizon plus exhaustif des différentes fonctions. Au plaisir!